Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Ciné-Club. Aujourd'hui, on est très choyé d'accueillir en studio Jennifer Aline qui vient de sortir son nouveau long-métrage Kairos. Jennifer est bien établie dans le milieu du cinéma québécois. À 22 ans, elle participe à la course Destination Monde. Elle a participé aussi au film collectif Cosmos qui avait reçu à l'époque le prix international des cinémas d'art et d'essai de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, en plus de représenter le Canada aux Oscars. Elle a beaucoup œuvré dans le cinéma d'art et d'essai. Sa trilogie de films sur l'art va être primée justement au Festival international du film sur l'art de Montréal. Et elle va, du côté de la fiction, là, proposer le court-métrage Svanok ou L'Appel, inspiré d'un rêve, et qui va être lauréat du prix de l'Association québécoise des critiques de cinéma, de la meilleure fiction de court et moyen-métrage au rendez-vous du cinéma québécois en 2006. En 2018, elle réalise et produit Impetus, un long-métrage hybride qui allie la fiction et le cinéma documentaire ou le cinéma direct. Dans sa démarche, elle s'approche beaucoup du cinéma de Godard et même d'Agnès Varda, donc un cinéma de guérilla presque, donc de la nouvelle vague. Avec Kairos, elle propose son nouveau long-métrage empli de bienveillance où elle met de l'avant ces âmes solitaires la nuit qui se rejoignent le temps d'une tribune téléphonique à la radio, une émission philosophique du nom de Kairos. Je suis très content de l'avoir rencontré. Merci beaucoup à Jennifer Aline de s'être prêtée au jeu et bonne écoute. Bienvenue au Ciné-Club. Cette semaine, on est très heureux de s'entretenir avec la réalisatrice Jennifer Aline. Salut Jennifer, ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de te prêter au jeu donc, du Ciné-Club. On te reçoit en partie parce que tu viens de sortir un nouveau film, Kairos. On voit la magnifique affiche d'ailleurs. On a fait une entrevue là, il y a quelques semaines. Puis j'avais oublié en ondes de te dire à quel point cette affiche était magnifique. Donc au moins on va pouvoir l'exposer ici. C'est ton premier long métrage depuis Impetus en 2018. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu là, de la genèse de ce projet-là, ce qui t'a donné le goût de faire ce Kairos. Alors, juste un mot sur l'affiche, c'est Karine Savard. C'est vraiment une artiste. Elle fait énormément d'affiches au Québec, mais toujours, si on va sur son site, on peut découvrir vraiment toutes ses œuvres. Donc, comment c'est parti? Kairos, d'abord, ça a été écrit beaucoup en pandémie. Et je pense que ça a donné l'atmosphère. Moi, j'ai vécu un peu la COVID comme si c'était une longue nuit. Et donc, tout était à l'arrêt partout et on était coupés les uns des autres. Et donc, ça me manquait, ce lien humain. Et l'histoire, elle est venue assez rapidement, en fait, inspirée par un texto que j'ai reçu d'Emmanuel Schwartz, qui m'a texté le 1er janvier 2021, un matin où il marchait dans un parc sous la neige en me disant « Écoute, Jen, je suis en train d'écouter un podcast sur des philosophes existentialistes, donc je pense à toi. » Et il dit peut-être qu'on n'a pas fini, parce qu'on avait donc travaillé ensemble sur le film Impetus avant, mais c'était une toute petite partition pour lui, puis moi, j'étais restée aussi un peu sur ma faim, et donc de voir que lui avait le désir de recollaborer, ça a comme été un déclencheur incroyable. Et je lui ai réécrit tout de suite en disant « Écoute, donne-moi 3 semaines, je te reviens avec quelque chose. » Et je suis revenue avec un canevas de scénario en disant, embarquerais-tu dans cette idée-là où tu serais donc un animateur de radio nocturne? Et j'adore faire des entrevues à la radio parce que j'ai l'impression de mettre les souliers du personnage. Oui. On ne recevra pas d'appel aujourd'hui, malheureusement. Non, c'est ça. Et je tenais d'ailleurs beaucoup à ce que ça soit... Parce qu'au départ, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il anime un podcast ou quelque chose comme ça? Mais... Pour cette question du lien humain qui m'avait tant manqué, c'est rapidement imposé l'idée d'avoir une émission à tribune, donc une ligne ouverte où les gens appelleraient.
Et puis ensuite, je me suis dit, bon, très bien, il pourrait lancer des questions philosophiques comme ça dans la nuit. Ce serait une émission de nuit. Mais par qui est-ce que c'est écouter une émission de nuit? Et là, j'ai pensé, bon, ben, des âmes solitaires dans la ville. Et après, je me suis dit, de quoi vont être nourris les dialogues? Parce qu'au fond, ça va être beaucoup ces échanges-là entre lui et ces multiples solitudes qui sont réparties dans la ville. Et j'ai repensé à un projet que j'avais fait 2 ans avant qui s'appelle le catalogue des traces, où j'avais interrogé des nouveaux arrivants en leur demandant de me parler d'un objet qu'ils avaient laissé dans leur pays. C'est une des questions qu'Emmanuel se retrouve finalement, donc Emmanuel Schwartz, se retrouve à poser, à lancer dans la nuit sur les ondes. Et là, c'est comme un métissage de voix. Ça venait comme réunir 2 préoccupations intime pour moi, donc la condition des nouveaux arrivants, toute cette réflexion sur le vivre ensemble qui commence pour moi par une meilleure connaissance de l'autre, pour ensuite comprendre que finalement, on est tous assez semblables et qu'il y a une universalité de la condition humaine. Et l'autre envie que j'avais, c'était une envie beaucoup plus plastique, si on veut, là, formelle, de faire un film qui soit un petit peu en dehors d'un mode narratif classique, où justement cette ambiance nocturne nous plonge assez graduellement dans le film vers quelque chose d'un peu plus onirique. Et ça permettait ça, d'aller explorer un mode narratif un peu différent où tout d'un coup, on perd un peu le fil entre le jour, la nuit, on ne sait plus trop, lui-même ne sait plus trop où il se situe, et de faire intervenir un peu ces fantasmes ou des visions comme ça, un peu impressionnistes, oniriques, d'une vie qui le satisfait peut-être pas complètement. Mais, on l'a. Ceux qui suivent ta carrière, je vais avoir de la difficulté à tutoyer. Ça, c'est. Moi, ça me dérange pas. Non, ça va. Ça va très bien, le vous, moi aussi. Non, mais ceux qui suivent ta carrière savent que tu aimes combiner un peu le genre documentaire que tu as beaucoup exploré dans tes débuts de carrière avec la fiction. Là, celui-là est peut-être le plus fictionnel, disons fictif de tes œuvres. Qu'est-ce qui te plaît dans cette démarche-là? Qu'est-ce que le vivant nourrit en toi ou nourrit? Comment est-ce qu'il nourrit cette fiction-là que tu portes à l'écran? C'est super intéressant que tu dises ça comme ça. Qu'est-ce que le vivant nourrit en moi? Parce que je me questionnais ce matin là-dessus, justement. Et je parlais avec une amie du fait que quand on est, par exemple, en voyage et qu'on est dans la découverte d'un pays, de tous les mœurs, de toute la façon de vivre, etc., tous nos sens sont complètement en alerte. Et moi, j'ai le sentiment, j'avais fait la course à 22 ans autour du monde et tout ça, et j'avais vraiment eu le sentiment pendant 6 mois d'être en alerte tout le temps, 24 heures sur 24. Et pour un créateur, une créatrice, c'est extrêmement stimulant parce qu'on est dans la nouveauté, la découverte, et donc les particularités nous frappent nos yeux, notre regard. Et moi, peut-être que le désir d'intégrer souvent le réel dans mes films, c'est une façon de maintenir le regard en alerte. C'est pas que quand on travaille avec des comédiens, on peut pas retrouver ça, parce qu'effectivement, chaque prise va être nouvelle, puis il y aura des surprises aussi. Mais j'aime bien me faire bousculer quand même par la vie, parce que dans la vie, on est très souvent surpris par ce que le réel nous apporte, qui est parfois beaucoup plus fou que la fiction. Et donc, je me dis, j'aime bien garder toujours une petite porte pour la beauté du réel et pour la surprise. Et donc, le potentiel narratif extraordinaire, en fait, du réel. Et dans Impetus, c'était carrément ça la démarche, c'est-à-dire que je me suis vraiment laissée porter aussi beaucoup par les accidents du tournage, et j'intégrais tout ça à la narration, et j'ai trouvé ça extrêmement stimulant et très libérateur de pouvoir sortir un peu du carcan narratif plus classique. On peut presque dire que c'est d'inspiration aussi de la nouvelle vague qui a quand même, j'imagine, marqué ton parcours. On va en parler tantôt, là, mais c'est ça, c'est cette approche-là
sans dire que c'est du cinéma guérilla, ou en tout cas... C'est tout du ça, cinéma guérilla, absolument. Okay, bon, ben, Tout à fait. Pétus, c'est un film que j'ai fait avec 300 000 je veux dire. Kairos, peut-être un peu moins. Kairos, un peu moins, beaucoup moins. Oui, effectivement, on avait plus de moyens puis des outils plus aussi sophistiqués et du temps. Mais Impétus, j'ai tout contourné en tournant moi-même. J'ai peut-être fait une centaine de journées de tournage parce que j'ai tourné sur 5 ans avec ma petite caméra, puis quelques petits blocs avec des équipes qui tout d'un coup se formaient momentanément, puis ensuite se déformaient. Ouais. Et j'ai eu 3 directeurs de prod, 3 preneurs de son. Tu sais, ça a été plus de l'ordre du documentaire où on tourne sur des longues périodes et où forcément là, l'équipe ne peut pas suivre nécessairement tout le calendrier. Mais donc, c'est d'autant plus difficile en fiction de garder le cap parce que les acteurs changent. Ouais. Mais bon, j'en ai fait le sujet même du film. Mais tu as dit quelque chose que je trouvais intéressant. C'était justement ce tournage guérilla-là, mais c'était une inspiration. Oui, de la nouvelle vague. La nouvelle vague française, absolument. Je veux dire, j'ai été absolument bercée par ça. Je pense que les premiers films que j'ai vus, ça a été Godard, Pierrot le Fou, avec ce quatrième mur, tu sais, dans Bout de souffle aussi, qui tombe, cette magie tout d'un coup d'une caméra qui est vraiment dans la pulsation de la vie, qui est sortie des studios, qui est là, qui traverse Paris à toute vitesse dans une voiture. Moi, je me suis dit, ça, c'est le cinéma que j'aimerais faire, mais aussi beaucoup les pionniers du cinéma Vérité ici. Oui. Que ce soit Michel Brault, Pierre Perrault, Jutras. C'est vraiment une approche qui a complètement ouvert les écoutilles pour moi quand j'ai voulu faire du cinéma. Parce qu'avant, j'avais peut-être été très mystifiée et très intriguée par des films formellement sublimes comme L'Avventura d'Antonioni ou les films de Tarkovsky qui sont des leçons de cadrage, des leçons de lumière. Et en même temps, je me disais, est-ce que ça correspond à ma nature, tu sais, que j'avais un petit peu découverte au fil de la course. Et je me suis rendu compte quand même qu'en faisant la course, même si j'avais juste une toute petite caméra, j'étais très photographe dans mon approche. Et donc, des cinéastes photographes m'ont beaucoup nourri, que ça soit Depardon, que ça soit... tu sais, je pense quand même que Antonioni, etc., c'est des cinéastes qui sont passés par le documentaire avant. Ouais. Et qui avaient, eux aussi, cette recherche formelle très, très forte. Tu sais, filmer le réel, ça ne veut pas juste dire prendre ta caméra à l'épaule puis tout capter. Ça peut aussi vouloir dire un travail de cadrage et de regard, tu sais. Et donc... c'est ça. Et Agnès Varda, évidemment, la reine, la queen. Je nous ramène à Kairos un peu parce que le personnage d'Emmanuel Schwartz, qui interprète Manu, vit un peu cette crise existentielle-là, un peu cette solitude urbaine, si on veut, qui rejoint les auditeurs et auditrices de cette tribune de nuit. Il y a des très beaux plans de nuit aussi de Montréal avec l'utilisation de drones. Dis-moi un peu si c'était évidemment un processus réfléchi, mais comment est-ce que tu voulais représenter Montréal? Est-ce que tu t'es inspiré ou est-ce que tu t'es laissé influencer par... des films, justement, qui explorent ces thématiques-là pour savoir un peu comment exprimer cette... En tout cas, je ne sais pas. Le fait d'être perdu, d'être seul parmi plein d'autres gens. C'est sûr qu'une des références premières, ça peut être Les ailes du désir de Wim Wenders, qui a vraiment fait un portrait vu des airs de Berlin. Alors, dans mon inconscient, c'est certain que ce film-là était resté gravé. Et Wim Wenders, de toute façon, tout son cinéma, la façon dont il aborde le territoire, pour moi, c'est vraiment un cinéaste du territoire avec les architecture, soit urbaine, dans Alice dans les villes ou même dans Paris, Texas. Après, c'est effectivement les grandes plaines où le personnage marche et essaie de retrouver son grand amour. Donc, il y a cette... ce bagage-là d'images de Wim Wenders. Moi, l'idée première, formellement, pour aborder la ville, c'était de dire
on va essayer de la voir du point de vue des ondes. Et donc, le drone, c'était tout début du projet, je me suis dit, si on pouvait, avec des drones, faire des travelling latéraux, parce qu'on voit beaucoup des plongées, là, on est très habitué à ces plans-là, puis j'essayais de me dire, bon, j'aimerais sortir de ça. J'ai dérogé pour le premier plan, qui est un plan en plongée au-dessus du pont, mais je l'aimais beaucoup parce qu'on a tourné une espèce de 360, puis je me disais, OK, ben là, ça, c'est quand même un peu flyé, mais... Les autres qui décrivent la ville comme ça, je trouvais que c'était étonnant de pouvoir se hisser. Tu sais, c'est des travelling qu'on aurait pu faire au sol. Moi, j'adore, en fait, je me rends compte que j'aime énormément les travelling. Je pense d'ailleurs à Down by Law de Jarmusch qui remonte des rues comme ça en lent travelling latéral, ou même dans Stranger Than Paradise. Et un film de Chantal Akerman aussi où elle a fait des longs travelling à la frontière de la nuit. Et son caméraman, je l'avais vu dans une classe de maître où elle disait, mon caméraman me disait, il n'y a plus rien, il n'y aura rien qui va s'imprimer sur la pellicule. Oublie ça, Chantal, on arrête de tourner, ça y est, il est 9 h du soir. Et elle disait non, elle dit, moi, je perçois encore quelque chose, tourne. Et le plan est tellement beau parce qu'on est vraiment là, presque dans l'obscurité. Mais il y a encore quelque chose qui imprime la pellicule. Et ça, je comprenais ça parce qu'elle a voulu rendre ça. C'est un moment de désolation dans la ville où les gens attendent. Ça s'appelle DEST, D''EST. Puis c'est une sorte de documentaire sur les longues files d'attente en Russie. Puis ce que je trouvais très beau, c'est qu'elle a vraiment réussi à nous mettre dans cette attente de file d'attente dans la nuit pour des gens qui n'ont plus rien. Et je trouvais que cinématographiquement, c'était super intéressant. Donc, tout ça pour revenir à nos drones. Bref, voilà. C'est un peu ça qui a influencé. Et quand on a eu ces pilotes de drones, un pilote puis un cadreur, au départ, ils m'ont dit, OK, on va faire telle chose. Puis là, j'ai dit, non, les gars, là, vous êtes les ondes radiophoniques. Fait que là, il faut qu'on aille sillonner la ville, qu'on aille vraiment jusqu'au cœur des auditeurs. Et c'est ça, on est porté par les ondes. T'sais. Puis finalement, je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail d'acrobate. Oui, vraiment. Là, j'ai rarement vu Montréal aussi belle de nuit, aussi méconnaissable. On dirait que ça pourrait quasiment être n'importe quelle grande ville nord-américaine. Là, quand même. Effectivement, il y a l'architecture. Oui, je ne voulais pas forcément la nommer ou l'identifier. C'est un peu une ville nord-américaine. Et oui, elle a changé aussi, Montréal. On se rend compte que, tu sais, il y a eu des tours, il y a des quartiers. Moi, je trouvais que c'était presque Shanghai. Là. Je me disais, mon Dieu. Oui, c'est ça. Maintenant que j'habite à Sherbrooke, je la vois moins souvent aussi. Là, il fut un temps où j'y ai habité, puis effectivement, à chaque fois, on dirait que ça pousse de partout. Là, donc, bon, ça, c'est bon et c'est moins bon côté, mais bon. Peut-être quelques mots avant qu'on parle peut-être de tes films préférés. Quelques mots sur Emmanuel Schwartz. Qu'est-ce qui, il était à l'origine un peu avec son texto de l'idée, mais qu'est-ce qui t'a laissé croire qu'il était capable de porter justement ce rôle là de Manu? C'est drôle, entre les deux, entre Impetus et Kairos, on a fait un tout petit ciné-poème, en fait. Un petit film qui s'appelle Hôtel Chancelant. Et ça aussi, ça a contribué à faire germer un peu l'idée de Kairos parce que c'est un poème. Là, je n'ai pas le nom du poète, là, ça va me revenir. C'est sur un poète franco-ontarien très connu. Voilà. Ça va revenir. Je ne connais pas beaucoup la poésie, Hôtel malheureusement. Chancelant de... Je peux faire une petite recherche. Là, ouais, j'ai quand on même... le fera. OK. Hôtel Chancelant. Hôtel Chancelant. Et je le dirai après. On va y arriver. Et voilà. On va écrire poème. Patrice Desbiens. Voilà. Bon. Alors, je recommence. Donc, entre Impetus et Kairos, on a fait avec Emmanuel un tout petit film qui dure 4 minutes, qui était commandé par la revue Exit Poésie. Donc, c'est à partir d'un poème de Patrice Desbiens qui s'appelle Hôtel Chancelant. Et j'ai illustré, au fond, ce poème qui était narré par Emmanuel. Et là, ça a été la première fois
où j'ai apposé des images sur la voix. On voyait jamais Emmanuel dans le film. Et j'ai vu que il y avait un mariage tellement beau entre le timbre de sa voix, qui est vraiment comme une musique. Je veux dire, on peut se laisser porter, envoûter, pour moi, par cette voix. Et les images, j'avais d'ailleurs filmé déjà des longs travelling en sortant en train de Montréal, en allant vers Ottawa, parce que le poème se passe à Ottawa. Et là, j'ai mis ce long travelling plus la voix, puis j'ai dit, mais ça, j'aimerais ça, explorer ça plus encore. Donc, j'ai même repris un plan de ce film-là que j'ai mis dans Kairos. Ouais. Peut-être qu'on pourrait parler justement de un de tes films préférés. Là, c'est toujours la question embêtante là, quand on se la fait poser. Oui, c'est ça. On est limité par le temps et puis tout ça. Ta proposition m'a quand même surpris parce que c'est pas un film dont on... En tout cas, j'ai l'impression dont on parle beaucoup, mais je l'ai visionné puis j'étais très surpris. Donc, je vais te laisser nous dire c'est quoi aussi, puis on pourra discuter un peu de... Alors, en effet, très difficile de ramener ça à un film. J'ai parlé du film Le Bal de Ettore Scola, donc un film italien, qui, quelque part, je pense, s'est vraiment imprimé en moi parce que c'est un film qui défie toute logique de narration. C'est extrêmement poétique. C'est un film qui raconte donc l'évolution de l'histoire à travers des sortes de tableaux avec de la danse, de la musique, mais sans parole. Donc, c'est un film, c'est ça, sans parole, tout du long, qui fait quoi, un siècle, je pense? Oui, environ. Je pense un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80 où le film est sorti. Là. Exact. Ouais. Et alors, autant par la chorégraphie que par les choix musicaux, que par le cadrage, puis le jeu absolument magnifique de certains des personnages comme ça qui évoluent, qui incarnent un soldat. Ensuite, il y a tous les métiers, toutes les époques, qu'on arrive à comprendre ce passage de l'histoire, donc dans un même lieu, dans une salle Une espèce de café-cabaret. Café-cabaret, salle de bal, de danse. Alors, il y avait tout pour me plaire. Tu sais, il y avait le côté de la patine du temps dans laquelle on rentre presque dans l'épaisseur du temps. Ouais. Et ça, le cinéma, il a ce pouvoir-là, un peu comme l'écriture, mais de vraiment nous faire basculer ou faire cohabiter beaucoup d'époques en même temps. Et il le fait vraiment admirablement. Et ça, je sais pas exactement comment ça m'a influencé, mais c'est un film que j'ai trouvé, absolument fascinant du début à la fin, la première fois que je l'ai vu, dans les années 80. Donc, j'étais jeune, j'étais très impressionnable, et puis je savais pas devant quoi j'étais. C'était un objet tellement différent, tellement unique, et une voix si singulière de ce cinéaste-là qui a fait ensuite beaucoup aussi et avant beaucoup de films magnifiques. Mais là, c'est ça, je me disais, ça peut aussi être ça, le cinéma. C'est presque une chorégraphie, c'est presque un film de danse. Ouais. Je dirais, c'est ça, c'est un musical muet. Oui, essentiellement. c'est vrai, exactement. C'est un peu ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est souvent, c'est des réflexions que j'ai étudié en histoire et tout ça, puis on va dire la portée historique ou la charge historique d'un lieu, tu sais, puis là, c'est un peu ce que ça explore parmi beaucoup de choses, là. Et effectivement, tu sais, au début, années 30, on n'est pas dans les années folles, mais tu sais, on comprend un peu, c'est un peu ce climat-là. Après ça, Deuxième Guerre mondiale devient un lieu de refuge, presque. Ensuite, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les célébrations et tout ça, tu sais, j'aimais cette idée-là, puis je pense que chaque vignette aussi se termine par une photographie qui est affichée dans la salle. À la fin. Des fois, ce qu'on voit dans des bars quand on va à Montréal, des photos d'époque, des trucs comme ça, mais d'avoir un peu, de reconstituer ces petites vignettes-là. On s'approche du film d'anthologie même aussi, même si c'est les mêmes acteurs qui interprètent tous les rôles. Là. Oui, exactement. Mais je trouvais ça vraiment habile. Justement, c'est un fantasme de tout historien, je crois, de rentrer dans un, dans un building puis de le voir à chacune des époques, son évolution et tout ça. C'est comme si on pouvait déshabiller toutes les couches de papier peint puis traverser les époques, puis elles reprennent chacune vie. Et j'aimais l'idée aussi qu'on y va chronologiquement,
temps et que c'est pas avec des flashbacks, etc. Tu sais, c'est vraiment frontal comme approche, là, puis on avance dans le temps. J'ai pas vu d'autres films de ce cas-là. Je sais pas si c'est le genre de proposition qu'il fait habituellement ou... non, si c'est très différent. Lui aussi, il a appartenu tu sais, au cinéma... au début, je pense néo-réaliste, un peu de la même contemporain d'Antonioni. Là, tout de suite, j'ai pas Rossellini, tout ça. Mais après ça, je sais qu'il a fait quelques films. Mais même celui-là, c'est un film italien. En même temps, la plupart des acteurs sont français. Ça se passe à Paris aussi. Mais vu qu'il est muet, ça paraît pas trop. Là. Donc, c'est ça, c'est promené un petit peu. Mais c'est une très belle découverte que j'ai fait avec ta proposition. Je serais curieux de t'entendre, justement. On a parlé un peu de nouvelle vague ici. Je sais pas si tu voudrais commencer par ça, peut-être, dans... ce qui tu as développé un peu là-dessus, mais peut-être dans l'esthétique de la nouvelle vague ou dans les pratiques ou dans le cinéma d'Agnès Varda aussi, là, qui est quand même différent de ce que les autres gars de la nouvelle vague faisaient. Là, c'est vrai. Puis elle est tellement libre, en fait. Elle s'est tellement permise d'aller explorer différents genres. Tu sais, si tu regardes le film Le Bonheur ou après ça, Les glaneurs et la glaneuse, elle s'est laissée porter par les sujets, tout en n'étant jamais didactique ou donneuse de leçons. Elle passe toujours par la poésie. Et bon, un des films que j'avais vraiment beaucoup aimé, et ça nous ramène à tout ce rapport au temps, en fait, le cinéma et le temps. Cléo de 5 à 7, par exemple. Ça, j'ai trouvé que c'était une structure qui était assez fascinante de dire, voilà, je vais suivre ce personnage-là pendant 2 heures. Elle erre dans Paris, elle attend les résultats d'un examen médical et on est avec elle pendant 2 heures. Et évidemment, c'est l'idée, sans être dans un seul plan séquence, elle arrive malgré tout à maintenir avec des repères temporels. Et si on commence le film à 5 heures, je veux dire, on suit l'heure. C'est vraiment fascinant. Un peu comme l'œuvre de, je ne sais pas si tu avais vu, de Chris Marclay, The Clock. C'était 24 heures et c'est complètement fascinant. C'est que des plans où il y a des repères d'horloge, de montres. J'ai vu justement dans l'édition de Cléo 5 à 7 et dans un des bonus de l'édition physique qui reconstitue le chemin qui est fait. Là, donc, il y a peut-être 4-5 lieux différents là, dans ces 2 heures-là. Je trouvais ça intéressant. Moi aussi, comment on habite l'espace. Justement, récemment, j'avais vu, je pense, un court-métrage de Claude Lelouch, je crois, là, où il se promène à Paris dans une vitesse, une voiture de course, je ne sais pas trop là, comment il a réussi à faire ça. Là. Il était chanceux de ne pas croiser de la police, mais il fait comme Tour Eiffel, Montmartre et tout en 8 minutes. Là. Oui. Mais c'est habiter cet espace-là aussi, la question du temps. Habiter la ville aussi, c'est beaucoup des cinéastes qui ont vraiment utilisé la ville. Et la ville est un décor qui parle, c'est un personnage. Dans Cléo de 5 à 7, elle fait un petit arrêt chez elle aussi, dans son propre atelier avec Michel Legrand. Voilà, exactement. Puis ça, moi, ça me touche beaucoup parce qu'elle est restée toujours très artisanale dans son approche, sans pour autant se priver d'un rayonnement très grand. Varda, elle disait, je touche 1% du public, mais 1% en France, c'est quand même pas mal. Ça fait 1 million de personnes qui vont aller voir son film. Tandis que ici, c'est plus difficile quand on touche 1%. Mais c'est pas grave, je m'accroche. Et elle, moi, j'aimais bien l'idée aussi que justement, la vie et l'art se croisent énormément dans son approche, dans son travail. Un peu comme chez Casavette, qui tourne chez lui aussi. Ses films, c'est une autre grande influence pour le jeu, pour la spontanéité, l'espèce de vivacité qu'il a avec sa caméra et avec ses acteurs. En tout cas, j'ai vu un magnifique documentaire récemment sur lui où son caméraman disait « J'ai aucune idée des scènes qu'on va faire. J'ai aucune idée de comment on va les tourner. Le scénario existe, mais... » Et ils sont vraiment là, l'équipe, à suivre l'intuition du moment de John Cassavetes et surtout qui va, lui, se marier à l'humeur de sa comédienne. Tu sais, c'est très organique. Et ça, c'est difficile à exiger sur un plateau ou à obtenir. Mais en même temps, ça, moi, ça me parle beaucoup. Je pense c'est comme que ça, je voyais, c'est ça, je voyais dans une entrevue que c'est un peu cette technique-là un peu intuitive que tu utilises. Est-ce que c'est
est-ce que c'est libérateur? Est-ce que c'est angoissant de ne pas savoir? On a une direction, mais on ne sait pas exactement. Comment tu gères ça? Ben là, pour le film Kairos, vraiment, c'est un film qui est très écrit. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'improvisation au tournage. On y en a eu avant. En répétition, on a eu le luxe d'avoir 2 mois de répétition avec Emmanuel. Donc, on a rencontré chacun des comédiens avec qui il allait jouer. Et là, on a vraiment pétri les dialogues, on a recoupé, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et à partir d'impro, on a bonifié des scènes avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, ou des choses comme ça. Ouais. Le mythe de Sisyphe s'est sorti dans une répète, puis je me suis dit, ça, c'est vraiment intéressant, on va le garder. Mais ensuite, sur le plateau, non, c'était un tournage quand même beaucoup plus structuré, on va dire, puis régi par un calendrier un peu plus rigide. Mais j'ai trouvé une porte de sortie en allant des fois filmer toute seule avec ma caméra, puis avec la monteuse même, faire des petites sorties nocturnes où on se disait, il nous manque un peu la pulsation de la ville. Et ça, c'était plus rochant de traîner tout le monde. Donc, on est parti comme des petites mouches se promener dans la ville à chercher, des plans de la vie réelle pour juste insuffler un peu de ça dans le portrait qu'on faisait de la ville, ouais. Tu mentionnais aussi au niveau de tes influences Jim Jarmusch, oui. Qui est peut-être celui aux États-Unis qui a, c'est ça, poursuivi un peu, ou en tout cas a été très influencé par cette nouvelle vague-là, puis le rapport entre les artistes et l'art en général. Qu'est-ce qui te plaît dans son cinéma, justement, ou est-ce qu'il amène une saveur américaine un peu à cette Oui, oui, exactement. Je pense que quand j'ai vu Stranger Than Paradise vers 22 ans, c'était la première fois que je voyais un film qui abordait cette espèce de sentiment d'errance et d'être une personne qui est peut-être un peu en déphasage avec son territoire, son environnement. Il y avait effectivement, dans leur cas, ce personnage de cette Hongroise qui débarque à New York et qui va se confronter à l'américanité. Et moi, je suis née quand même à l'étranger, je suis née d'une mère suisse. Et même si je n'ai pas vécu en Europe, je sens complètement, par l'éducation que j'ai eue de ma mère, que je suis un peu en déphasage avec toutes sortes de choses de la culture québécoise. Et c'est très subtil. Hein? Des fois, c'est juste quand les gens disent « Ah, à Noël, on mange telle chose. » Puis moi, à Noël, j'ai jamais mangé ça. Je disais, c'était complètement d'autres habitudes culturelles. Et c'est des petites choses, si on les additionne, qui font qu'effectivement, il faut vraiment apprendre à être en lien avec les gens. Et donc, ça m'avait bouleversé, ce film-là, Stranger Than Paradise, d'autant plus que c'est comme un film tellement minimaliste où il y a des longues séquences où il se passe presque rien, où on est vraiment dans des moments où les personnages sont aussi réflexifs sur leurs propres conditions. Et ça, pour moi, c'était des portes dans lesquelles je pouvais m'évader complètement. Et peut-être c'est un cinéma qui m'amenait aussi comme un miroir, à reconsidérer ma propre existence, ma vie. Et donc, c'était vraiment très libérateur. Puis aussi, juste esthétiquement, là aussi, chaque cadre est une leçon de photographie, la lumière. Donc, ces longs plans où la caméra... Et il a souvent dit qu'après, c'était la contrainte, en fait, qui l'avait amené à faire ça. C'est un film qui est fait avec 3 bouts de ficelle. Donc, il avait un trépied puis une caméra. Il n'avait pas de quoi faire, donc, des dollies, etc. Donc, il faisait ses mouvements à partir de la voiture. Mais c'est très, 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 très artisanal. Ça m'émeut beaucoup. Puis, je pense que... C'est drôle parce que sur le tournage je crois que c'était à Bout de souffle, ou peut-être, le premier des deux, Belmondo pensait jamais que Godard allait finir son film parce qu'il faisait des travelling sur les Champs-Élysées avec une chaise roulante. Puis Belmondo se disait, non, mais c'est un peu n'importe quoi, là. Finalement, on sait ce qui est arrivé du film. Et je pense que moi, il y a quelque chose de très, très comme ça, combatif chez moi, de guérilla, où je me dis...
peu importe, en fait. Je fais pas de hiérarchie des matériaux. Pour moi, si c'est un petit plan que j'ai tourné en recherche, mais qui porte une émotion, même si esthétiquement, il est moins défini ou, tu sais, la résolution est pas impeccable, je m'en fous complètement. Je me dis non, s'il vient amener une émotion que j'ai nulle part ailleurs, il a sa place dans le film. Fait que ça, c'est peut-être un peu le côté documentariste aussi, mais... Et dans Kairos, donc, on a réussi, malgré qu'on ait eu un équipement vraiment sublime, là, une caméra Arri 35, qui est celle qu'utilise Scorsese et tout. Mon directeur photo, il tenait vraiment beaucoup. Puis je me disais, ça va peut-être un peu nous alourdir d'avoir tout ça qui requiert après ça des techniciens. Puis, tu sais, c'est une espèce de pyramide infinie. Mais finalement... ils ont été très ouverts et on a quand même eu une souplesse, je pense, sur Kairos. Visuellement, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir fait des compromis. Puis au contraire, tu sais, ça a été une grande leçon pour moi de me dire, OK, donc j'approche ça différemment, le découpage, mais ça peut être aussi extrêmement satisfaisant d'avoir un plan qui est très préparé, très éclairé, etc. Et j'ai appris un peu à travailler, on va dire, avec Mark Simpson Threlford, qui, lui, vient du cinéma beaucoup plus fiction, qui n'avait jamais tourné de documentaire. Donc, il était parfois un peu ébahi là, quand je me tournais vite. Puis je disais, ça, Marc, il faut qu'on attrape ça. Puis là, il était comme, c'est pas prévu. Là. Et fait que ça a été intéressant. On s'est comme apprivoisés tous les deux. Ouais. Je vois, j'essayais de faire du sens justement de tes différentes influences, puis je vois que c'est, on va dire, pas nécessairement des déambulations, mais justement ce déphasage-là est présent dans le cinéma de Tarkovsky, qui est peut-être à l'inverse un peu des pratiques de la nouvelle vague ou du do-it-yourself. Lui, c'est de la grosse mise en scène, de la grosse composition et tout, mais toujours ces réflexions-là qui sont assez similaires. Qu'est-ce que tu retires un peu de tes expériences de Tarkovsky, du cinéma de Tarkovsky? Ben, en fait, Tarkovsky, ça a été vraiment... C'est un maître découvert pendant mes études. Et mes films... Tu as étudié en cinéma? J'ai étudié à Concordia en cinéma. Avant ça, j'ai fait un cégep Brébeuf en lettres et communications et j'avais eu des cours de cinéma qui ont été vraiment super importants. J'ai fait plusieurs courts-métrages à ce moment-là. J'avais un super collègue... qui est Sébastien Rose, qui est un cinéaste qui a maintenant un peu arrêté de tourner. Mais en tout cas, il avait fait La vie avec mon père. Oui, exactement, c'est ça. Puis on avait tourné tous nos courts-métrages ensemble. Je ne sais pas pourquoi on était comme devenus un binôme. Et puis, c'était vraiment charmant. Puis on était complètement influencés, effectivement, par tous les grands maîtres qu'on découvrait. Et ensuite, quand j'ai fait l'université... Là, Tarkovsky, la mise en scène, les plans séquences, les déplacements des comédiens à l'intérieur du cadre, cette espèce de chorégraphie. Les courts-métrages que j'ai faits après étaient très influencés par ça. Ensuite, parce que j'avais une hâte de tourner, etc., je pense que ça prend des gros moyens quand même pour arriver à faire ça. Là, dans le film, j'ai pas beaucoup exploré ça. J'ai exploré les tableaux qui sont probablement quand même aussi un peu influencés par cette école-là, très grande école de la mise en scène. Mais ça serait un fantasme, là, pour moi, d'arriver à faire un film où j'aurais à la fois du temps pour travailler avec les comédiens, pour vraiment faire ces scènes, ces plans-séquences, et en même temps... Et en même temps, c'est ça, j'ai toujours ce combat intérieur avec... tu sais, j'avais nommé Jeanne Dillman aussi de Chantal Akerman. Chantal Akerman, c'en est une qui a vraiment fait des beaux allers et retours entre le documentaire et de la fiction extrêmement composée, si on pense à Jeanne Dillman. Puis cette dissection, là, tu sais, du quotidien qui n'est pas du tout présenté comme via un documentaire, qui est vraiment dans une narration très précise. J'ai une admiration extraordinaire pour ça. Elle fait vraiment confiance aussi au silence. Elle fait... tu sais, elle était très jeune, elle avait 27 ans, je pense, quand elle a fait ça. Puis c'est inouï la maturité de mise en scène qu'elle avait et l'aplomb par rapport à Delphine Seyrig, qui était une actrice déjà un peu au fait du succès, tout ça. Puis elle a su vraiment s'imposer. Donc ça, c'est des figures
très importantes. Ici, il y a eu Paul Baillargeon, pour moi, Micheline Langto aussi, évidemment, puis Agnès Varda et Chantal Akerman. C'est peut-être des femmes qui ont réussi à pousser des voix très singulières, ce qui est très rare. Et je vois, il y a beaucoup de cinéastes femmes qui commencent à tourner, puis ça, c'est formidable. Mais elles ne sont pas si nombreuses à s'aventurer dans un domaine qui est plus poétique, je dirais. Mm-hmm. Tu sais, il y en a qui font leur marque en comédie, il y en a qui font leur marque en comédie dramatique, etc. Mais j'ai l'impression que des grands auteurs, ça, il y en a une pléthore. Ouais. Mais tu sais, que ça soit Atom Egoyan, que ça soit... au Canada, il y a beaucoup de cinéastes qui ont pu explorer ça. Mais comme femme, bon, il y a évidemment la super cinéaste de Toronto. Ben, il y a Jane Campion, évidemment. Sarah Polley. Oui, Sarah Polley, ouais. mais non, je pense à l'autre qui tourne moins maintenant, mais qui a été très, très éblouissante à une époque. Ça va me revenir. Mais justement, cette notion de... J'ai perdu ma question, moi aussi. Peut-être d'un langage... Ouais, mais peut-être de nous ramener, mais en fait, c'est que je ferais peut-être le pont entre les réalisateurs, réalisatrices et les acteurs, actrices. Est-ce que tu es plus du genre à t'intéresser à la carrière, justement, d'un cinéaste ou d'un acteur, d'une actrice? Les deux, je dirais vraiment. Ouais. Oui, il y a vraiment des acteurs que je vais suivre comme... bon, moi, par exemple, j'ai nommé Jean-Louis Trintignant. C'est quelqu'un que j'aurais pu écouter lire Le Bottin téléphonique. Là. Ouais. Complètement mystifiant, complètement fascinant, envoûtant, inquiétant et en même temps attachant. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui avait tout un spectre extraordinaire de jeu pour moi et qui, pourtant, sans faire des compositions, tu sais, avec je veux dire, des costumes ou plonger dans des époques, mais il gardait un mystère de film en film, en film, en film. Et donc, ça, c'est une figure que j'adore. Et, par exemple, il y a un jeune comédien, je ne sais pas, il doit approcher 40 ans maintenant, mais il s'appelle Bastien Bouillon. C'est un acteur français. Et toi, lui, je le trouve vraiment fascinant. Tout ce qu'il amène, il colore tous ses personnages, il change assez souvent, il change ses cheveux et tout ça. Et j'essaie de... Et je trouve qu'il est vraiment très intéressant comme artiste. Qui arrive à aussi défendre des rôles qui ont beaucoup de sens, des portées sociales. Donc, je l'ai vu dans Partir un jour, qui est un film qui a plu, mais qui a aussi... ça, c'en est un. Est-ce que tu es du genre à... selon ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu es du genre à laisser un peu tes acteurs et actrices explorer, ou en tout cas... Tu sais, moins comme Hitchcock où lui, c'était, c'est un pion parmi tant d'autres. Même s'il n'y a peut-être pas nécessairement de l'improvisation lors du tournage, dépendamment du projet. Il y en a en préparation, justement. Mais tu es du genre à laisser, justement, cette liberté-là aux acteurs et actrices d'aller nourrir un peu le personnage. En fait, moi, je vampirise beaucoup parce que je m'inspire énormément, même de la personne. Donc, de ce que... Tu écris pour des gens spécifiquement? Oui, j'écris pour... comme là, j'ai vraiment écrit pour Emmanuel. Et même Kiki, tu vois, j'avais cette idée qui est le personnage donc avec lequel il dialogue dans le film, qui est celle qui fait la mise en onde de son émission. Elle est incarnée par Olivia Palacci. Je ne la connaissais pas personnellement. Je l'avais vue au théâtre, je l'avais vue dans des séries télé. Et j'aimais beaucoup son énergie. Puis à partir du moment où j'ai demandé si elle savait chanter, parce que c'était important pour le film. Et là, à partir du moment où j'ai su que ça serait elle, là, je me suis beaucoup nourrie, on s'est beaucoup parlé. Et j'ai vu, des aspects de sa propre profondeur, de sa propre vulnérabilité. Puis ça vient nourrir mon écriture. Et donc, les acteurs qui travaillent avec moi, il faut qu'ils soient d'accord
de se dévoiler. Je pense, Pascal, elle l'a fait beaucoup, Pascal Bussière, dans Impétus, puis elle me dit, qu'est-ce que tu attends de moi, à un moment donné, dans le film? Puis j'ai dit, j'aimerais filmer ton intelligence. Ça veut dire, quelque part, je vais traverser tout et il n'y a pas de filtre et j'aimerais aller à l'essence de ce que tu portes. Oui, ça va être sous le couvert d'un personnage, mais en même temps, c'est quoi un personnage? Il est forcément au cinéma, en tout cas, très nourri par l'être qui l'incarne. Et moi, j'aime que cette frontière, on la traverse un peu par moment. C'est vraiment la raison pour laquelle je veux faire du cinéma. C'est pour m'approcher de l'essence des êtres. Et donc, les comédiens, c'est fabuleux parce que, déjà, ils se prêtent un peu au jeu. Puis en documentaire aussi, je suis allée très souvent, puis dans la course, c'était une école tu dois saisir ce qui passe parce que tu es 4 jours au Vietnam. Et donc, essayer de très rapidement faire tomber les murs pour aller vraiment à la rencontre de la personne qui est devant moi. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce qui m'anime. Ben oui. On passerait à la section, évidemment, on pourrait parler de films à longueur de journée. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du cinéma américain des années 70 qui est tellement majeur, là, avec des films comme Coming Home avec Jane Fonda, des films qui sont à la fois socialement impliqués. Un peu ce que j'ai fait avec Kairos, là, je trouvais que toute la portion sur la question de l'immigration, ça me faisait plaisir de faire une sorte de boucle par rapport à la course aussi. Je me disais, il en est où mon rapport à l'autre aujourd'hui? Puis de le faire aussi, pas nécessairement sous forme de manifeste, là, mais ça reste un film, je veux dire, assez accessible. Oui, exactement. Je veux dire, c'est ça. Non, je voulais faire un film que j'aurais envie d'aller voir, qui me ferait rire, qui me ferait sentir bien. J'avais envie que ce soit un film doux. Puis aussi porté sur la tendresse. Je trouve que le monde actuel absorbe beaucoup la tendresse. Puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on protège, je pense. Effectivement. Très bienveillant comme film. Puis c'est ça, je le recommande à tout le monde, évidemment. Il est encore en salle, donc allez le voir. On va passer à la partie, justement, question en rafale un peu. Là, tu peux quand même prendre le temps d'y réfléchir si tu veux, mais essaie de répondre le plus instinctivement possible. Donc, voilà, je me lance. Utilises-tu des plateformes du type IMDb ou Letterboxd? Oui. Oui. Fais-tu beaucoup de listes ou de watch lists ou de films? As-tu une longue... Je suis Miss List. Je fais que des listes. Pour tout. Que penses-tu des notes au cinéma, des ratings et tout ça, le nombre d'étoiles, des trucs comme ça? Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Moi, je préfère me réfugier dans un cinéma par un jour de pluie, ne pas savoir ce que je vais découvrir et faire une découverte incroyable, inattendue. C'est toujours comme ça qu'on fait les plus belles découvertes, en tout cas celles qui nous marquent le plus. Donc, j'en déduis que tu ne regardes pas beaucoup les bandes annonces. Oui, les bandes annonces, des fois, je n'aime pas regarder avant non plus, non. Mais en même temps, je comprends. Puis, tu sais, j'ai travaillé très fort sur la bande annonce de Kairos, là, et je pense quand même que, oui, c'est quand même un bel outil, un très bel outil. Ce serait quoi ton plaisir coupable, soit un film ou un genre, un plaisir coupable? Je pense que c'est tout d'un coup de juste prendre un vieux film des années 40 ou 50 avec des grandes stars extraordinaires comme Lauren Bacall, qui avait un sens du punch absolument inimitable, une dégaine. Tu sais, c'est des femmes qui ont été des grandes stars. Puis je me rends compte, quand on creuse, c'est des tempéraments tellement forts. Elle, Katharine Hepburn, c'est des femmes d'une modernité extraordinaire. Et donc là, moi, j'aime beaucoup. Elles ont de la répartie face aux hommes. Elles sont... Donc, je trouve que c'est du bonbon. Ça, c'est vraiment une soirée bonbon. As-tu un film noir en particulier, ton préféré, peu importe? Celui avec Lauren Bacall, justement. C'est affreux, je m'en souviens pas. Avec Humphrey Bogart, elle l'a rencontré là, puis ils se sont mariés, je dirais. In a Lonely Place? Non. C'est pas celui-là. Non, c'est le... Il me revient pas, moi non plus. OK, on va le chercher, puis il faut que je te donne le titre. Là, ça n'a pas de sens. C'est le premier film dans lequel elle a joué. Elle avait 18 ans, puis lui, il avait déjà 40 ans, puis ils sont... To Have and Have Not. Ah, To Have and Have Not. Non, mais c'est des répliques extraordinaires, là. Ouais. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma?
en excluant peut-être Kairos. Là. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que là, j'ai vu 18 fois Kairos. Tu m'avais demandé ça. Puis moi, j'avais mis La Condition, qui est un film de Joseph Bonnel avec justement, avec Swan Arlo, qui est un film assez intéressant. Mais je ne l'ai pas vu au cinéma, celui-là. Je suis désolée. C'est pas grave. Au cinéma, qu'est-ce que j'ai vu? Écoute, là, ça fait 1 mois et demi que je suis complètement imbibée de Kairos, donc je me souviens plus. Ou un film que tu as vu cette année, peut-être. Là. Peut-être pas nécessairement le dernier, mais... Je suis tellement pas bonne avec ça, la mémoire à court terme, c'est épouvantable. Mais je vais y penser. C'est pas plus grave. Quel est le premier film que tu te souviens d'avoir vu au cinéma? Oui, ça, c'est cute. Quand j'avais 10 ans, ma mère m'a offert des coupons pour aller avec une amie vivre une journée extraordinaire. Okay. Elle avait un coupon pour prendre l'autobus, un coupon pour aller voir un film, un coupon pour aller manger au Laurier Barbecue et un coupon pour, je sais plus quoi, pour aller à la baie nous acheter une surprise. C'était extraordinaire parce qu'elle voulait qu'on soit autonome. Et donc, à 10 ans, on est toutes les deux parties faire cet immense rallye dans Montréal. Et on est abouti au cinéma Berry, qui n'existe plus, où on a vu un film qui s'appelle Ratataplan, un film italien, qui était lui aussi presque sans parole. C'est drôle, hein? Et très, très fantaisiste, très absurde dans sa mise en scène. Et ça a été un choc, là aussi. Elle et moi, on a vu ce film. Ça ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu avant. Cinéma Berry passait du cinéma d'auteur européen. Je ne sais pas pourquoi on a abouti là, mais je sais que c'est un souvenir immense d'une fantaisie absolue. Puis on était sortis de là complètement transportés, enchantés, à chanter la musique de ça pendant des semaines et des semaines avec ma meilleure amie. Et c'est un grand moment de comment 1h30 de cinéma peut tout d'un coup nous chavirer, nous bouleverser, puis nous remplir de joie. Ça avait été un moment très fort, très, très fort. Très intéressant, pour vrai, comme histoire. As-tu une grosse collection de films? Ou es-tu une défenseur du DVD? Oui, c'est ça, du format physique. Je suis une mordue du DVD. Je n'ai pas cédé à la tentation d'acheter tous les Critérions, comme mon ancien distributeur, Serge Abiat. Mais moi, j'ai des DVD et je les chéris. Effectivement, avoir su, ça a rapporté. Mais oui, et aussi, on a un chalet où il n'y a pas d'Internet et où donc on a une immense bibliothèque de DVD et je loue le chalet des fois pour payer les taxes. Et donc, les gens viennent là, puis au début, c'est sûr, leur premier réflexe, c'est de dire, est-ce que le Wi-Fi, est-ce qu'on va pouvoir être sur Netflix? Puis je suis comme, non, il y a vraiment une très belle banque de films. Fait qu'aventurez-vous là-dedans. Il y en a pour tous les goûts, de Rain Man à l'Aventura, justement, d'Antonioni. Et donc, oui, moi, je crois beaucoup aux DVD. Et ce qui m'attriste énormément, c'est que maintenant, d'abord, c'est immatériel. On n'a ni l'affiche, on n'a ni les bonus. Ouais. Il y avait des bonus fabuleux dans les DVD. Et je trouve qu'on saute à pieds joints dans cette dématérialisation de tout, sans tout d'un coup prendre un moment pour dire, mais qu'est-ce qu'on perd au final? Là? On perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de chemin faisant là, vers la bascule numérique. Est-ce que tu as vu au moins la moitié des films que tu possèdes? Je te dirais, pour les livres, j'achète beaucoup de livres que je vais lire, que j'espère lire. Pour les films, effectivement, peut-être que j'en ai vu 60%. Ah, c'est quand même pas si mal. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans un film? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est une performance d'acteur? Une signature visuelle quelconque? Qu'est-ce qui vient te chercher en premier? Je dirais, et c'est drôle parce que je pense que c'est Raoul Ruiz qui disait ça, s'il y a 5 minutes de poésie, ça a valu la peine pour moi de regarder. S'il y a une séquence... donc, le scénario, l'esthétique, tout ça, le genre. Je veux dire, moi, j'adore Louis de Funès. J'adore... Tu parles à un des grands fans de Louis de Funès. C'est absolument, c'est absolument phénoménal. Donc, j'ai absolument pas de genre particulier. Je pense que ce que je préfère, c'est ce que je connais pas encore. Donc, ouverture absolue sur les styles, les genres. S'il y a une scène fabuleuse dans un film d'horreur, ça, c'est peut-être le genre que moi, je supporte le moins. J'ai beaucoup de mal. Je suis trop poreuse. Là, il y a moins de poésie dans le cinéma d'horreur. Oui, mais tu sais, quand il y en a, ou quand il y a quelque chose de très, très
d'assez magique là, au plan cinématographique, du langage. Je suis ouverte. Combien de films regardes-tu par année, à peu près? Je sais pas. J'en regarde beaucoup maintenant. Il y a eu des périodes où j'ai vraiment beaucoup moins regardé de films. Là, j'avoue que... Parce que moi, je navigue aussi. Je fais des films, mais j'ai aussi toute une production en art visuel. Donc, à ce moment-là, je me nourris beaucoup aussi d'expositions. Ça nourrit beaucoup le cinéma aussi. Je serais curieuse par semaine, de voir... Parce que par année, c'est dur à Oui, estimer. par semaine. Je dirais que là, dans les derniers mois, j'ai peut-être vu 3 films par semaine, ce qui est énorme pour moi, parce que ça fait quand même 12 films par c'est quand mois. même une centaine de films par année, ce qui est quand même non négligeable. Si tu as le choix, est-ce que tu regardes un vieux film ou une nouveauté? Je pense que j'ai du mal à suivre les nouveautés. Parfait. Mais là, j'ai découvert un site, ça c'est terrible, qui m'amène des nouveautés qui sont encore en salle. Ça, c'est épouvantable. Parce que des fois, le soir à 11h, moi, je suis nocturne, là, je suis une noctambule. Donc là, j'ouvre un film à 11h du soir. Je me dis, non, tu t'en vas te coucher dans 5 minutes. C'est impossible. Et voilà. Si tu as le choix, est-ce que tu regardes un film que tu as déjà vu ou un film que tu n'as jamais vu? Ça dépend vraiment de l'état. Okay. Je peux pas dire. Lis-tu les critiques de tes films ou des autres films en général? De mes films, je les lis parce que c'est quand même constructif, même si c'est négatif. Il y a quelque chose à tirer. D'ailleurs, c'est un super beau mantra de ma mère, encore une fois, qui m'avait dit « Il y a dans toute chose mauvaise une essence de bien pour qui sait la distiller ». Et c'était une façon de me dire toute expérience est valable, même si il y a des épreuves, même si... puis en cinéma, il faut s'endurcir un peu la couenne parce que c'est évident qu'on ne plaît pas à tout le monde, surtout si on essaye d'avoir une vision ou une voix un peu singulière. Forcément qu'il y a des critiques. Est-ce que je lis les critiques des autres films avant d'aller les voir? J'aime pas lire... des fois, j'aime même pas lire l'entrevue. Mais je vais la lire après, par contre, après avoir vu le film. Là, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que la personne voulait faire dans son film. On a souvent l'occasion de discuter ou en tout cas de jaser avec des gens sur leur impression du film, effectivement. Bon, là, on arrive peut-être dans la partie difficile. Là. Il me reste 3 questions. Quel film as-tu plus aimé que la moyenne des gens? Écoute, je sais pas, mais c'est certain qu'il y a des films qui me portent de façon démesurée. Là, je le vois. Je sais pas combien les gens les ont aimés, mais tu sais, par exemple, justement, Stranger Than Paradise, moi... Ça définissait complètement le cinéma pour moi. Alors qu'il y a des gens qui vont dire, ben oui, c'est un petit film un peu artisanal, c'est bien, c'était un bon début pour un cinéaste qui allait devenir extrêmement prometteur. Pas pour moi. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Là. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un film que tu aurais, un grand classique du cinéma peut-être, que tu as moins aimé que la moyenne? Ben c'est drôle. L'autre jour, je suis allée voir avec mon fils Touch of Evil d'Orson Welles. Et évidemment, le premier plan demeure un plan absolument phénoménal. Mais j'ai été étonnée de voir que le film était assez long, que l'histoire, pour moi, se perdait quand même un peu, etc. Puis d'un coup, je me suis dit, je réviserais peut-être ma note. C'est-à-dire que je suis obligée de mettre 7 sur 5 pour le plan d'ouverture. Mais après, je me disais, et j'ai lu après, tu vois, je suis allée lire parce que je me suis dit, voyons. Alors qu'Orson Welles, je l'adore comme maître à penser aussi, vraiment, du cinéma, puis son audace formelle, tu sais, dans Citizen Kane, par exemple. Et il disait lui-même qu'en fait, il a mis presque tout son budget sur ce premier plan. Et il s'est dit, je ferai aucun compromis sur ce plan séquence. Et je le comprends. Après, je me dis, good way to go. Parce que, oui, tu sais, ce plan-là s'inscrit complètement dans le cinéma mondial. Puis je pense qu'il a eu raison. Là, il s'est fait plaisir. Tu sais. Ouais. Quel film, peut-être un peu moins connu, aimerais-tu qu'il soit plus?
Oh, c'est une grosse question. Ouais, je sais, Il y en c'est une a grosse tellement. question. Ouais. Il y en a tellement. Peut être n'importe lequel. Ben, tu sais, par exemple, je pense Wanda de Barbara Loden. Wanda, mais je pense qu'il est connu chez les cinéphiles. Il est peut-être moins connu du grand public, mais ça aussi, c'est un film, quand je l'ai vu, ça m'a vraiment frappé dans le dash. Là. J'ai fait, ça, l'espèce d'errance là, d'une femme. Puis c'est un film qui est tourné par une femme, qui est joué par une femme. C'est vraiment une cinéaste là, indépendante, finie, vraiment jusqu'au bout, la guérilla absolue. Je pense quand même qu'il n'est pas si connu, même des milieux cinéphiles. Là, je crois vrai? C'est ça, il est, il est dans les discussions peut-être des films féministes, mais c'est même dans la communauté des cinéphiles. J'ai pas l'impression qu'il a eu toute la portée qu'il mérite. Là, donc. Puis l'Éclipse d'Antonioni, c'est un film qui est très connu, mais j'ai revu récemment, puis toute la section de la fin qui devient un montage là, totalement expérimental, d'une modernité incroyable. Tu sais, un film des années 50 et c'est ça, c'est époustouflant. On ne changerait pas du tout le rythme d'aucun plan. Et pourtant, on sait que tout s'est accéléré, on sait que notre regard est habitué aux images, qu'on a on a une culture de l'image. Et c'est là que tout d'un coup, tu es obligé de faire des salam alek devant les maîtres là, du langage cinématographique qui étaient déjà... ils étaient déjà tellement modernes. Là. Ben, c'est ce qui conclut ton ciné-club. Merci beaucoup, Jennifer, de t'être prêtée à l'expérience. C'est passionnant, merci. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, on souhaite évidemment tout le succès à Kairos. Est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce que tu as d'autres trucs qui s'en viennent? Pas pour l'instant? Oui, en fait, c'est drôle. J'ai une exposition que je vais faire normalement, si tout va bien, ici à l'Université de Sherbrooke, à la galerie de l'Université. Donc, au début de l'année prochaine. On se fera une deuxième prise du Ciné-Club pour approfondir d'autres trucs. Mais oui, il y aurait effectivement des sujets à faire peut-être en dialogue avec l'Expo. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à toi.